Bonjour et bienvenue dans le garage. Les rabots, ce sont vraiment des beaux outils. Le rabot, c'est historiquement le premier outil qui a permis de travailler le bois avec une précision fine et un haut niveau de finition. Si j'en crois ce bouquin, qui est pour moi une référence indiscutable, dès le premier chapitre qui parle des techniques de base, dans le premier paragraphe, on peut dire que c'est grâce au rabot que le charpentier a pu évoluer vers le menuisier, l'ébéniste, le fabricant de chaises, le luthier, etc. Alors ça met bien la pression pour ne pas se tromper dans le choix de ces rabots. C'est d'autant plus compliqué que de nos jours, il existe des centaines de rabots différents. Et comme si ça ne suffisait pas, des rabots bien entretenus vous dureront une vie et un peu plus. Donc bien les choisir est essentiel. Surtout les premiers. Cette épineuse question, on se l'est tous posée. Quel rabot choisir pour débuter? Quel modèle? Et de quelle marque? Personnellement, moi ça fait longtemps que j'y réfléchis. J'ai pris le temps de profondément étudier le sujet. Et puisque maintenant je pense être mesure d'y répondre, en tout cas pour ma part, je vous partage la synthèse de mes réflexions. Alors comme je l'ai dit, il existe des centaines de rabots. On ne va pas tous les passer en revue, bien sûr, mais on va quand même se pencher sur les principaux. Et puisqu'il faut bien trancher dans le lard, je vais d'ores et déjà cibler ma sélection. Je vais d'abord laisser de côté les rabots asiatiques. Non pas parce qu'ils sont mauvais ou parce qu'ils ne me plaisent pas, mais plus simplement parce que je ne les connais pas. Les rabots en bois, ils sont plus délicats à régler pour un débutant que leurs équivalents métalliques. C'est pourquoi je les écarte aussi. Et je laisse de côté également les rabots rallye qui sont des modèles à part, très particuliers. Ce sont des rabots à lame jetable, ils sont idéaux sur un chantier, mais ils n'ont pas leur place dans mon atelier. C'est clairement un parti pris personnel, lié à mes convictions propres, mais je les assume, justement. Aujourd'hui, je vous donne mon avis. Je ne traiterai donc que des rabots occidentaux métalliques. Ça en élimine énormément, mais il en reste encore des centaines. Commençons donc par classer ces rabots à main en 3 catégories. Il y a d'abord les rabots de corroyage. Corroyer un bois, c'est dresser les faces d'un bois pour les rendre parfaitement planes et perpendiculaires entre elles. C'est ce qu'on fait maintenant avec une dégauchisseuse et avec une raboteuse. Et effectivement, raboter, c'est quand même la première fonction à laquelle on pense pour un rabot. Mais ce n'est pas la seule. Il existe aussi des rabots d'assemblage. Ces rabots rabotent aussi, mais ils ont des fonctions précises. Les guillaumes, par exemple, servent à faire des épaulements, des feuillures, des rainures, des tenons. Les guimbardes, ancêtres de la défonceuse, sont parfaites pour des coupes profondes. Tenons, mortaises, incrustations, etc. Et enfin, il y a les rabots à moulure, troisième catégorie, qui servent globalement à faire toutes les moulures qu'on fait aujourd'hui avec une défonceuse ou une toupie et la fraise qui va bien. Les chanfreins, les doucines, les carderons, les choses comme ça. Alors, bon, déjà, clairement, vous n'irez pas chercher votre premier rabot parmi les rabots à moulure, c'est évident, ni dans les rabots d'assemblage. Eh bien oui, il vous faut un rabot qui sert à raboter, à rendre une surface plane. C'est donc dans les rabots de corroyage qu'il faut trouver notre Saint Graal. Mais il y a encore pas mal de choix. Faisons un zoom sur les rabots de corroyage. On en trouve de deux sortes. Les rabots d'établi, qui ont une forme classique, et les rabots courts ou rabots de paume. Alors voyons d'abord les rabots d'établi standard. Ils sont numérotés par taille, de 1 à 8 il me semble. C'est un système initié par Stanley qui a fini par devenir la norme. Un rabot numéro 1 fera moins de 15 cm de long, tandis qu'un numéro 8 approchera les 60 cm. Prenons une planche de bois brut. Pour la dégauchir à la main, on va d'abord enlever le gros du bois grossièrement. C'est le travail du riflard, un numéro 5 ou 5,5. Il est en général équipé d'une lame affûtée en arrondi pour enlever rapidement de la matière en un minimum d'effort. Ça enlève de la matière plus facilement, mais ça laisse des vagues sur le bois. Essayez d'entamer un pot de glace d'1 litre en la labourant avec une cuillère à soupe et vous aurez une idée du résultat. Ensuite, pour compléter le dressage du riflard, on va utiliser une demi-varlope, numéro 6, ou une varlope numéro 7 ou 8, en fonction des dimensions du bois ou des rabots dont vous disposez. Ces rabots à la semelle longue et large apportent une phase de référence qui permet d'obtenir une surface plane. Une fois ces tâches préparatoires terminées, on utilisera un rabot à replanir, les numéros 1 à 4,5, qui vont enlever les plus fines épaisseurs de bois pour avoir une face parfaitement finie. Alors on pourrait tout faire avec par exemple un numéro 4, mais ça serait sacrément long et pas parfait, parce que pour dégauchir un grand bois par exemple, on a quand même besoin d'un rabot long pour obtenir une face plane. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair sur les rabots d'établi standard, on peut commencer à faire son choix. Si on veut qu'un rabot, il va forcément falloir faire des concessions et se limiter dans les tâches qu'on pourra réaliser. Quand on demande à un propriétaire de rabot, si tu devais en garder qu'un, tu choisirais lequel? Tous ne répondent pas la même chose parce que tout le monde n'a pas le même usage de ces rabots. Alors voyons plusieurs scénarios. Si vous ne voulez travailler qu'avec des outils à main, il faut trouver un modèle qui soit capable de corroyer, de replanir et de retoucher les désaffleurs entre deux pièces. Et je pense que le meilleur compromis, ce sera alors le riflard numéro 5. Il a une semelle assez longue pour dresser une surface pas trop grande, et il peut arriver à un fini acceptable. C'est pas l'idéal parce que c'est un compromis, mais c'est quand même à mon avis la meilleure option pour tout faire avec un seul rabot.
Changeons maintenant de contexte et faisons le même choix pour quelqu'un qui a déjà une dégauchisseuse raboteuse. Alors là, c'est beaucoup plus simple, parce que les rabots de corroyage, on les oublie, et on regarde du côté des rabots à replanir. L'objectif dans ce contexte, c'est l'état de surface parfait et les assemblages à fleurs. Donc dans ce cas, sans hésitation, je pars sur un numéro 4, ou mieux, un 4,5. Le numéro 4, c'est la taille standard, le 4,5 est un petit peu plus long, un petit peu plus lourd, et il a une lame plus large. Bon, bah finalement, c'est pas trop compliqué de choisir son premier rabot. Oui, alors ça, c'est vite dit, parce que jusqu'à présent, j'ai parlé que des rabots d'établi standards. Il existe une autre sorte de rabot d'établi, très intéressante et qui vient un petit peu changer la donne, ce sont les rabots à angle faible. Les rabots standards sont tous équipés de la même manière. Un chariot à 45 degrés qui vient supporter le fer, qui a son biseau vers le bas. Dans cette configuration, peu importe l'angle du biseau du fer, l'angle de coupe sera toujours de 45 degrés, puisque c'est l'angle entre le fer et le bois. Je ne parle pas de contrefer, de lumière et compagnie, c'est pas le sujet de cette vidéo, on y reviendra dans une autre. Un rabot à angle faible n'est pas du tout fait pareil. D'abord, l'angle faible, c'est celui du chariot. Il fait généralement entre 12 et 20 degrés, le plus souvent 12 degrés. Ensuite, le fer a son biseau orienté vers le haut. Et dans cette configuration, l'angle du biseau a son importance. L'angle standard du biseau d'un fer étant de 25 degrés, avec les 12 degrés du chariot, on obtient un angle de coupe de 37 degrés, contre 45 degrés pour les rabots standards. Cet angle de coupe bien plus faible permet de raboter en bois de boue, c'est-à-dire à l'extrémité d'une planche. Historiquement d'ailleurs, ce rabot était surnommé le rabot du boucher, parce qu'il avait été spécialement conçu pour redresser la surface des billots de boucher, qui sont en bois de boue. Un rabot standard ne sait pas faire ça bien. Alors pourquoi je vous parle d'un rabot manifestement spécialisé, alors qu'on cherche au contraire un rabot à tout faire? Eh bien parce que ce rabot, il peut presque tout faire grâce à un tout petit détail. On peut modifier son angle de coupe en changeant l'angle du biseau du fer. Rappelez-vous, le rabot standard, il a son biseau vers le bas. Si on le change, l'angle de coupe ne changera pas. Il restera à 45 degrés, qui est l'angle du chariot qui porte le fer. Sur le rabot à angle faible, on monte le fer avec le biseau vers le haut. Et dans ce cas, si on change l'angle du fer, eh ben on change l'angle de coupe. Donc un fer standard au biseau de 25 degrés, c'est parfait pour les travaux en bois de boue. Si on utilise un fer avec un biseau de 33 degrés, on obtient un rabot standard, 33 degrés plus 12 degrés, 45 degrés. Et c'est génial, avec un rabot et deux fers, on obtient deux rabots. Et comme par hasard, si on regarde ce qui existe comme rabot à angle faible, on trouve deux best-sellers, le numéro 62 qui est un riflard numéro 5 à angle faible, et le numéro 164 qui est un rabot à replanir numéro 4 à angle faible. Pile ce qu'il nous faut. Cerise sur le gâteau, on peut utiliser des angles encore plus grands, comme 50 degrés de coupe avec un biseau de 38, ce qui permet de travailler des bois difficiles, tourmentés, tout en minimisant le risque d'arrachement. Par contre, à la base, ces rabots, ils sont prévus pour un angle de coupe autour des 37 degrés. Alors plus vous augmentez l'angle de coupe, plus le fer devra être épais. C'est une question de rigidité. Encore un avantage du rabot à angle faible, il est plus simple qu'un rabot standard. Il n'y a pas de contrefer et le réglage de la lumière est en général beaucoup plus facile sur ces modèles. Alors je ne m'étends pas sur les réglages des rabots, c'est pas le sujet de la vidéo. Finalement, ce rabot à l'origine très spécialisé se trouve être extrêmement plus polyvalent qu'un seul rabot d'établi standard, à condition d'avoir plusieurs fers et d'accepter de reprendre les réglages à chaque fois qu'on en change. Mais ils ont tout de même un inconvénient, sinon ça serait pas drôle. Les rabots d'établi standard, eux, ont un contrefer qui permet de casser le copeau et d'éviter l'arrachement. Les rabots à angle faible n'en ont pas, parce que le biseau vers le haut prend la place du contrefer. Donc, avec un rabot à angle faible équipé avec un fer pour un angle de coupe classique de 45 degrés, vous avez des chances d'avoir un moins bon état de surface qu'avec un rabot d'établi standard. Donc pour résumer, si vous voulez tout faire à la main, commencez par investir dans un riflard numéro 5. Si vous avez de quoi dégauchir et raboter, tournez-vous vers un rabot à replanir numéro 4 ou 4,5. Et si vous voulez plus de polyvalence avec un seul rabot moyennant quelques fers et devoir reprendre des réglages fastidieux à chaque changement de fer, pensez au rabot à angle faible. Vous l'avez bien compris, avoir un seul rabot, c'est une histoire de compromis. Mais c'est en général une situation temporaire, un rabot c'est coûteux et on ne peut pas forcément s'en offrir facilement. Dommage. Mais rien ne vous empêche de vous équiper petit à petit et de compléter votre panoplie au fil du temps. Alors en deuxième rabot, on choisit quoi? Et bien encore une fois, puisqu'on limite le nombre d'outils, il faut privilégier la polyvalence. On a fait un tour d'horizon des rabots d'établi et on a réussi à trouver un compromis pas trop mal. J'irai donc chercher mon deuxième rabot ailleurs que dans les rabots d'établi. Rappelez-vous ce que j'ai dit, il y a deux catégories de rabots de corroyage. Les rabots d'établi qui ont une forme classique et les rabots courts ou rabots de paume. Comme son nom l'indique, le rabot de paume est un rabot qui se loge dans le creux de la main. Il s'utilise donc d'une seule main. Comme son nom ne l'indique pas, c'est souvent un rabot à angle faible. C'est à mon avis le rabot qui sert le plus souvent. Un ébavurage, un affleurage, un chanfrein, un arasage de cheville ou quoi que ce soit en bois de boue, le rabot de paume est vraiment parfait pour les petites finitions. Et à la réflexion d'ailleurs, peut-être que je le mettrai en choix numéro 1.
Encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut faire avec ces rabots. Du coup, je vous conseille comme deux premiers rabots, un rabot de paume et un numéro 4,5 ou un numéro 5, ou l'équivalent d'angle faible, un numéro 164 ou un numéro 62, dans l'ordre que vous voulez, en fonction de vos priorités. Maintenant qu'on a vu les modèles, il reste pas mal de questions. Neuf ou d'occasion? Eh bien, quand on est débutant, on n'y connaît pas grand-chose, et surtout, on n'a pas d'expérience. Et un rabot, ça demande d'être préparé et réglé pour fonctionner correctement. Même un neuf haut de gamme. Et si en plus on doit reprendre un rabot d'occasion sans trop savoir quoi reprendre ni comment, eh ben on est mal parti. Donc il y a déjà assez à voir avec un rabot neuf, donc par conséquent, je ne recommande pas les rabots d'occasion pour débuter. Alors attention, je ne recommande pas non plus tous les rabots neufs. Tout n'est pas bon à prendre sur le marché du neuf. Je vous conseille de vous faire la main sur un premier rabot de bonne qualité. Ensuite, si ça vous tente, quand vous aurez pris de la bouteille, vous pourrez vous tourner vers le marché de l'occasion. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais c'est quoi un rabot de qualité? Eh bien, ce qui fait la qualité d'un rabot, c'est d'abord sa géométrie. La semelle doit être parfaitement plane. Les flancs doivent être parfaitement d'équerre par rapport à la semelle. Les surfaces d'appui du bloc de coupe doivent être bien usinées. Le contrefer doit plaquer parfaitement le fer, etc. Donc on peut reprendre un peu ces paramètres, mais pas complètement. Donc autant partir avec un corps de rabot qui soit bien fini. Ensuite, il y a le fer. Il doit être suffisamment épais et d'un acier de bonne qualité. On peut éventuellement en changer, mais bon, si on peut avoir un bon fer avec le rabot d'origine, c'est mieux. Et enfin, il y a l'affûtage du fer. Et ça, c'est un paramètre qu'on maîtrise. Voilà ce qui, selon moi, permet de mesurer si un rabot est de qualité ou pas. Ok, ça vous avance un peu, mais pas assez pour choisir une marque si vous débutez complètement. Ok, alors je complète. Si je devais classer les rabots par qualité, parmi ceux que je connais, je ferais 3 catégories. Catégorie 1, les premiers prix. À éviter à mon avis si vous ne voulez pas avoir à reprendre leur géométrie, ils sont parfois inutilisables tellement ils sont mal finis. Certains de ces rabots premier prix coûtent quand même moins cher qu'un bon fer. Donc même si le prix ne fait pas la qualité, on ne fera jamais rien de bon avec ces horreurs. Rappelez-vous qu'un rabot dure une vie, donc si vous achetez une de ces cochonneries, soit vous allez le ranger dans un tiroir et vous ne toucherez plus un rabot, et c'est dommage, soit vous finirez par acheter un rabot plus qualitatif et vous aurez perdu du temps à essayer de faire du bon travail avec un mauvais outil. Et dans les deux cas, vous aurez perdu l'argent investi dans le rabot. Donc acheter premier prix, c'est pas économique. Il vaut mieux pour vous, dans ce cas, attendre de pouvoir acheter un rabot de la catégorie 3 dont je vais parler bientôt. La catégorie 2, les rabots haut de gamme, chers mais de très bonne qualité. Vous avez entendu parler des marques Lie-Nielsen, Clinton ou Veritas par exemple. Si vous avez les moyens, c'est un bon choix. Les rabots sont bien finis, il suffit d'affûter le fer et de faire les réglages de base pour sortir les premiers copeaux. Rappelez-vous encore une fois qu'un rabot dure une vie, donc c'est un investissement qui peut se réfléchir. Je mets dans le même panier les rabots très haut de gamme comme les Bridge City, qui sont certes très jolis et d'excellente qualité, mais qui ont sûrement un moins bon rapport qualité-prix que les Veritas et consorts. Mais encore une fois, si vous avez les moyens et que vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez les acheter. Ils seraient très bien sur une étagère à la maison, ceux-là c'est de la bijouterie à ce niveau. Et même sur l'établi d'ailleurs. La troisième catégorie est celle que je vous recommande si, comme moi, vous n'avez pas les moyens du haut de gamme. Ce sont les produits du fabricant chinois Qiangcheng. Ce fabricant a sa propre marque, Luban, mais il produit aussi des rabots pour pas mal de monde. Juma, la fameuse série D qu'on trouve chez Guénard Milon, la marque Dictum et d'autres. Il y a quelques petites variantes entre les modèles en fonction des marques qui les achètent, mais elles sortent toutes des mêmes usines et elles sont de qualité similaire. C'est du matériel de bonne qualité et d'un très bon rapport qualité-prix. Je vous la recommande parce qu'ils sont bien meilleurs que les rabots premier prix et proches de la qualité d'un Lie-Nielsen pour la moitié du prix. L'écart se fait sur la qualité de la finition et du choix des matériaux. C'est pour moi le meilleur achat. On a un excellent rapport qualité-prix et une qualité très correcte. Voilà, c'était le fruit de mon analyse. Donc je vais prochainement tester 2 rabots Dictum. Alors si vous êtes intéressé, activez les notifications après vous être abonné. J'ai essayé d'être à la fois clair et pas trop long, donc forcément je ne suis pas passé sur tous les détails. Donc si vous avez des questions ou des remarques, passez par les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez revisionner la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à faire votre choix. Si elle vous a plu, les boutons like et merci sont juste sous la vidéo. Un merci permet de soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi utiliser pour ça le lien affilié de mon partenaire Outils des Pros pour faire vos achats sur leur site, ça ne vous coûtera rien, et la chaîne touchera une petite commission qui sera réinvestie dans les vidéos, et donc vous y gagnerez 2 fois, puisqu'on va gagner en qualité et en contenu. Sur ce, je vous laisse, j'ai des rabots tout neufs à tester, je vous les montre pas encore, je vous garde la surprise, je vous souhaite de bons bricolages, et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!